Ça vient avec. Ah, c'est bien. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à notre session d'aujourd'hui. Je me présente, Patrice Lortie, vice-président pour l'Association professionnelle des conseillers en services financiers. Aujourd'hui, on a un panel pour un sujet qui, pour la plupart d'entre nous, est moins attrayant ou parfois même ennuyeux. Disons que c'est moins sexy, mais je suis accompagné aujourd'hui de notre président Flavio Vanni pour l'APCSF. Bonjour Bonjour. Flavio. Il y a aussi Frédéric Perman qui est administrateur avec nous et notre conseiller juridique de CRG Légal, Maître Philippe Couture. Bonjour Philippe. Merci, bonjour à tous. Oui. Bonjour Philippe. C'est ça, comme je le mentionnais, en ces temps de pandémie, on est de plus en plus appelé à utiliser les médias sociaux, puis évidemment, ce qui comporte l'utilisation de supports informatiques, même parfois au niveau du stockage de données, on va se diriger vers parfois même l'info nuagique ou autre. Donc, je pense que la cybersécurité est un sujet qui doit définitivement faire partie de nos préoccupations en tant qu'entrepreneur. Là-dessus, je voulais vous inviter à en discuter, Flavio, Philippe et Fred. Là. Oui. Oui. Philippe, la PCSF aimerait doter ses membres d'un modèle de protection contre la cybersécurité, c'est le sujet de l'heure. Comment se protéger contre les attaques de cybersécurité et numérique, définir notre rôle et notre responsabilité vis-à-vis notre travail et aussi trouver une assurance qui pourrait couvrir en cas de malfaisance dans notre système numérique. Comment pouvez-vous nous informer par rapport à ce problème-là? Oui, c'est une bonne question. D'abord, plusieurs angles dans cette question-là. Le premier angle, c'est quelle responsabilité vous avez pour la cybersécurité. D'abord, en fait, la responsabilité que vous avez, elle tire sa source de plusieurs éléments. La première chose, c'est dans la relation que vous avez avec les clients, vous vous trouvez à collecter, à colliger et à héberger de l'information, des renseignements personnels sur les clients. Donc, ça, c'est un premier axe. C'est sûr et certain que cette responsabilité-là, en fait, le fait qu'on collecte l'information et qu'on l'héberge sur les clients, bien, amène une responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer finalement que l'information demeure confidentielle et qu'il n'y a pas de bris de sécurité qui puisse poser des risques pour les clients. Ça, c'est un premier volet. Le volet ensuite qui est les activités comme telles des représentants. Est-ce que dans la conduite de vos activités, par exemple, bon, tout le monde obéit à différentes règles, procédures internes, dépendamment des rattachements que vous pouvez avoir avec les différentes firmes. Est-ce que ces règles-là, elles sont respectées? Sont-elles suffisantes pour en assurer, par exemple, la sécurité? Puis ça peut être, par exemple, vu sous l'angle de la diligence raisonnable. Est-ce que, par exemple, un conseiller qui agit d'une certaine façon avec finalement que ce soit la réception d'une instruction, de faire un transfert à l'externe, est-ce qu'il y a une mécanique, par exemple, qui est suffisamment sécurisée pour éviter les dommages qui pourraient intervenir dans de telles circonstances? Donc, ça, c'est l'ensemble, en fait, des sources qu'on peut imaginer là, qui ont un lien avec la sécurité des données, le piratage informatique aussi, et qui doivent être encadrés par soit des mécanismes, des mesures de protection, gestion en matière de sécurité. Donc, on peut penser, par exemple, que ce soit, par exemple, le chiffrage, le fait d'utiliser un firewall, le fait, par exemple, d'avoir un centre de redondance qui vient répliquer les données en cas de piratage, le fait d'ajouter des différents éléments, par exemple, de sécurité, que ce soit quand on se fait une demande de transfert au-delà d'un certain seuil, est-ce qu'on s'assure qu'on valide l'information, on reconnaît que c'est bien le client qu'on connaît intimement, etc. Donc, tout ça fait en sorte, ces mesures-là font en sorte qu'on vient démontrer donc qu'on est diligent dans la façon qu'on gère les activités et également, on le fait d'une façon qui respecte les consentements qu'on a obtenus pour l'hébergement et le traitement de l'information comme telle. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet dans la question qui était trait à
l'assurance comme telle, il existe plusieurs formes d'assurance pour la cybersécurité. Typiquement, il faut savoir que ce sont en fait c'est pas nécessairement compris dans un contrat d'assurance typique qu'un conseiller pourrait avoir et qu'un représentant pourrait avoir. Donc, il faut poser la question directement pour être certain qu'on a les bons avenants qui nous permettent d'aller étendre la protection aux dommages qui pourraient être causés dans un contexte de cyberattaque. Et là, les dommages peuvent être multiples. Donc, c'est sûr qu'on parle, puis je pense que c'est intuitif de penser au dommage qui est direct. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a un dommage qui a été causé à un client des suites d'un bris de sécurité ou d'un incident de cyberattaque? Celui-là, il est plus intuitif, mais par contre, dans un contexte comme ça aussi, on peut avoir besoin d'une firme ou d'un conseiller juridique qui vont venir nous encadrer sur quelles sont les bonnes approches, est-ce que c'est des événements, comment on doit les traiter, quelle est l'enquête qui doit être faite, est-ce que c'est des activités déclarables ou pas, comment on gère tous ces volets-là. Et il y a certaines assurances qui viennent procurer une protection pour être en mesure d'aller chercher finalement ce service conseil-là. Il y en a qui vont un petit peu plus loin également, puis qui offrent des mesures de protection auprès des clients aussi. Donc, on peut penser que la surveillance, par exemple, de l'activité de crédit des clients peut être faite par une société comme Equifax ou TransUnion. Donc, on a des assurances qui viennent couvrir certains ou l'ensemble des volets que je viens de m'indiquer. Philippe, plusieurs de nos membres, ils ont une multidisciplinarité, donc ils ont plusieurs lignes d'affaires comme l'assurance, les placements ou les hypothèques. Est-ce que la loi s'applique de façon égale à chacun de ces types de lignes d'affaires ou s'applique différemment? Oui, c'est une bonne question. Si on prend, par exemple, les différents régulateurs, à sa face même, la loi, quand on parle des lois qui s'appliquent à la cybersécurité, ça ne viendra pas nécessairement exclusivement des lois sur des lois sectorielles, des lois spécifiques qui visent un domaine ou un métier plutôt qu'un autre. On a une myriade de lois qui viennent s'appliquer à ça. On peut penser, par exemple, aux lois qui viennent protéger les renseignements personnels. Ce sont des lois qui sont plus de nature transversale, donc peu importe l'activité qu'on accomplit. Si on est dans le secteur privé, on a certaines lois qui vont s'appliquer à cette réalité-là et qui vont exiger des protections, d'avoir des protections suffisantes par rapport à l'ensemble des informations qu'on peut conserver, quel consentement, de quelle façon on maintient cette information-là. À quel endroit dans le monde aussi cette information-là, elle est maintenue? C'est-à-dire, est-ce que l'information est hébergée au Canada ou encore dans des pays tiers? Quelle information est divulguée aux clients face à ça? Donc, ce sont des lois qui sont transversales, qui viennent s'appliquer du fait qu'on opère une entreprise dans le secteur privé au Québec, par exemple, ou d'autres lois qui s'appliquent aussi lorsqu'on a un rattachement extra-provincial. Ça, c'est une première base, en fait, qui ne dépend pas du métier dans lequel on pratique ou de l'inscription réglementaire. Ensuite, oui, il existe des différences, des distinctions entre les inscriptions réglementaires qu'on va aller chercher sur la façon dont les régulateurs se sont positionnés. On a actuellement, par exemple, au Canada, on a un organisme qui a pris des dispositions assez récemment, à la fin 2019, qui est l'OCA-CVM, qui est venu établir un régime spécifique qui doit être suivi par les membres de l'OCA-CVM et les conseillers dans le cas d'un bris de confidentialité ou un bris qui serait causé plus dans le cadre, en fait, d'un incident de cyberattaque. On attend des développements semblables dans le domaine de l'assurance. On pense que ça devrait arriver au courant de la prochaine année. On a vu, par ailleurs, les régulateurs en valeurs mobilières faire front commun, souvent, et publier des meilleures pratiques et exiger, un petit peu comme le fait les ACVM, les autorités canadiennes en valeurs mobilières, exiger des gens qui sont inscrits qu'ils fassent une espèce de veille aussi de ce qui se fait, ce qui est publié par ces organismes-là, et puis qui s'inspirent, en fait, des meilleures pratiques pour établir leur propre système.
Et l'objectif, c'est d'inciter les représentants, les firmes à actualiser les mesures. Parce que, bon, une chose qui est constatée par tous, c'est que le nombre d'incidents augmente de façon exponentielle et que la valeur des incidents est élevée. Et les techniques changent au gré des modifications, des changements, de l'évolution de la technologie. Est-ce qu'il y a un bris de confidentialité dans nos systèmes pourrait mettre notre ligne d'affaires en conseiller dans des situations très précaires par rapport à sa pratique? Oui, absolument, absolument. On peut penser à, bon, il y a différentes cyberattaques qu'on rencontre. Une qui est particulièrement, bon, je dirais, qui peut placer un conseiller dans une situation qui est difficile à récupérer. C'est la situation où le conseiller perd les données de ses clients ou s'il les fait subtiliser. Donc, le fameux ransomware, donc une rançon pour revenir présenter les données par la suite. Donc, tout ça, c'est une situation qui peut amener finalement qui peut amener un conseiller ou un représentant à vivre une situation assez problématique. Outre que ça, il y a la personnification aussi des clients, où on a, par exemple, on a vu dans les dernières années qu'il y avait eu des fraudes qui étaient créées de cette façon-là, en particulier quand il y avait des clients qui pouvaient être, par exemple, des entreprises, personnification des signataires autorisés. Et là, il y a des mouvements de capitaux qui sont initiés à la demande d'une personne, en fait, qui n'est pas la personne qu'il représente et où il peut avoir, par exemple, des ordres de transfert d'un compte à l'autre, des choses comme ça qui peuvent être demandées par des fraudeurs. Il y a dans ces cadres-là, des fois, des dommages qui n'ont pas été couverts par les assurances réglementaires qui doivent être maintenues par les firmes. Donc, effectivement, ça peut parfois poser des problèmes sérieux. Philippe, une question. Oui. Les gens qui nous écoutent, évidemment, doivent se poser la question, qu'est-ce que ça peut être compliqué de pouvoir mettre ça en place? Comment ça peut être lourd de pouvoir respecter cette sécurité qui, bien sûr, qui évidemment est très importante? Comment un conseiller peut s'entourer de personnes qui pourraient l'aider à mettre en place toute cette législation et toute cette protection? Comment ça peut fonctionner? Oui. C'est une bonne question qui va varier beaucoup selon l'entité qu'on prend pour en faire l'analyse, mais la méthode est semblable, que ce soit un conseiller ou un représentant qui travaille à son compte ou qui est rattaché à une plus grande firme. On peut avoir dans tous les cas un processus qui va ressembler, qui va être le même, tout fin pratique, mais qui va impliquer une étude plus ou moins élargie. À tous les coups, il faut d'abord identifier quelles informations et biens doivent être protégés. Donc, ça, c'est la première chose. On a des informations sur les clients. Elles sont où? Elles sont lesquelles? Comment est-ce qu'on les collecte? Où est-ce qu'elles sont conservées? Et qui a accès? Donc, ça, c'est le premier pan, là, je dirais, à faire. C'est de faire un peu le ménage là-dedans puis déterminer quelles sont ces informations-là qui sont critiques, où est-ce qu'elles sont localisées, qui y a accès. La deuxième façon, ensuite, c'est de regarder quelles mesures de protection on a en place déjà ou on devrait mettre en place là-dessus. Donc, si on regarde le chiffrement, quelles données sont chiffrées, non chiffrées, est-ce que le pare-feu vient bloquer les intrusions? Est-ce qu'on a, par exemple, des mesures internes qui doivent s'appliquer à ça aussi, comme limiter les accès, interdire les clés USB? On l'a vu, on l'a vu surtout au cours des 2 dernières années. On en a parlé beaucoup au Québec en particulier, mais des fois, la menace peut venir de l'interne aussi sur la sécurité des données, pas nécessairement par une attaque informatique en tant que telle, mais ça peut être aussi bête qu'un port USB qui permet de sortir des données confidentielles. Et puis, dans ce contexte-là, de la mise en place des protections de sécurité, il y a beaucoup de firmes qui ont recours à des firmes externes. Des experts qui, eux, font des tests de vulnérabilité. Donc, ils viennent voir, par exemple, la firme, puis
il essaie d'accéder de façon autorisée par la firme, mais d'accéder sans avoir les mots de passe et les accès à de l'information confidentielle et peut aider la firme à parfaire ses mécanismes de protection. Donc ça, c'est le deuxième volet. Une fois qu'on est déterminé, on a fait l'inventaire de nos données qui sont critiques, où on a fait ensuite cette protection-là, cette analyse-là de la protection des contrôles. Et ensuite, on doit inclure là-dedans aussi quels sont les risques reliés aux fournisseurs de services. Aujourd'hui, en 2020, c'est presque impossible d'opérer une business sans avoir un environnement dans lequel on imbrique des fournisseurs de services sur le plan informatique. Et on veut faire ça parce qu'on veut être efficace, on veut optimiser les activités, c'est absolument normal. Mais en faisant ça, on accumule des façons de faire aussi de ces fournisseurs-là. Il faut s'interroger à chaque fois qu'on fait rentrer en ligne de compte un fournisseur de service. Quelles sont les clauses au niveau de la confidentialité dans ces contrats-là? Est-ce qu'il y a des obligations de nous déclarer un bris de confidentialité au niveau du fournisseur de service? Est-ce que le fournisseur a lui-même recours à des tiers fournisseurs de services? Vend-il des données? Il y a certains fournisseurs de services qu'on peut utiliser, que ce soit pour des listes de distribution ou autres, par exemple, qui, eux, agglomèrent certaines données, vont chercher des données additionnelles, par exemple, on appelle le clickstream, là, sur les habitudes des destinataires des courriels, les habitudes informatiques. Est-ce que, par exemple, cette personne-là prend ses courriels à 8 heures le soir avec un certain browser et de telle forme? Ils viennent capter ces données-là, puis ensuite, certains d'entre eux, en fait, se permettent de faire la revente contractuellement de ces données-là. C'est un revenu additionnel pour eux. Est-ce que c'est toute cette dimension-là contractuelle avec les tiers qu'on doit s'interroger et on doit regarder, est-ce que tout ça, finalement, c'est raisonnable? Est-ce que c'est en ligne avec notre réglementation? Une fois qu'on a cet élément-là, oui. Une question concernant les bris d'information. Est-ce qu'un représentant pourrait être considéré aussi au même niveau que sa firme s'il y a un bris d'information? Est-ce qu'il pourrait être considéré responsable par rapport à un bris d'information qui adviendrait dans la firme ou ce qui fait son associé? Oui, oui, certainement. Dans certains, oui, définitivement. Dépendamment de la circonstance à travers laquelle le risque intervient. C'est sûr que si on a un problème au niveau d'un système de la firme qui était à l'origine du bris de confidentialité, à ce moment-là, le représentant, en fonction de son implication là-dedans, sera plus ou moins impliqué au niveau de sa responsabilité. Mais si le représentant, par exemple, prend lui-même des mesures, des moyens, optimise lui-même ses envois avec des systèmes qu'il trouve, puis peut manquer des fois, par exemple, pourrait manquer dans certaines circonstances de diligence, si c'était le cas. Dans des cas comme ça, il engagerait lui-même aussi sa responsabilité dans le cadre finalement d'un événement de sécurité. Donc oui, c'est possible qu'il puisse engager sa responsabilité. En parlant d'engagement de responsabilité, Maître Couture, dans notre domaine, on peut, dépendamment des disciplines qu'on a, on peut s'incorporer, en assurance de personnes, si on a un cabinet. Est-ce que ce serait une certaine forme de protection d'être derrière un voile corporatif, de dire s'il y a des fuites, puis que j'ai ma pratique, étant donné que je suis incorporé, que je ne me mets pas à risque personnellement, ou on soulève le voile corporatif aussitôt qu'on parle de cybersécurité, puis qu'on peut être personnellement tenu responsable aussi, là? C'est une bonne question. Je dirais, a priori, je ne verrais pas de façon, disons, parfaitement étanche, là, vu la relation qui est disons, le contrat. C'est parce qu'il y a un contrat de rattachement aussi entre un représentant et une firme aussi. Et malgré le fait, de parfois avoir l'opportunité de s'incorporer, il va y avoir des actes qui vont être accomplis à travers une relation aussi de
de rattachement, par exemple, différentes finalement que par la corporation en tant que telle. Dans ce contexte-là, c'est difficile pour moi, je dirais, d'imaginer qu'on peut mettre en place quelque chose qui est 100% étanche. Ceci dit, il est possible que ce soit dans certaines circonstances, parce que là, on s'adresse je suis conscient qu'il y a plusieurs personnes avec des modèles d'affaires différents là, qui peuvent regarder la capsule. Donc, en fonction des modèles d'affaires, je ne veux pas prétendre que c'est impossible d'y arriver, mais ça me paraît quand même être un défi de le faire d'une façon étanche. OK. De là l'importance de se prendre une protection d'assurance à cet effet-là. D'où l'importance de considérer effectivement les avenants sur la cybersécurité qui apportent ces éléments-là additionnels de protection. Si, Maître Couture, on regarde d'un point de vue pratique, et les conseillers et conseillères qui nous écoutent se disent, mais comment je peux mettre ça en place? Est-ce que le moyen le plus simple, ce ne serait pas de s'entourer, de déléguer à un spécialiste en informatique qui pourrait gérer l'ensemble des activités informatiques, incluant le marketing web? Pas nécessairement, je dirais. Je vois plusieurs, je vois plusieurs firmes qui ont accès à des… bon, dépendamment des tailles des firmes, des fois, on voit à l'interne disons, une grande spécialité qui se développe. Quand vous parlez des firmes, excusez-moi, Maître Couture, vous parlez de quoi? Des firmes en épargne collective? Des firmes ouais, on peut avoir des firmes en épargne collective qui disposent de ces moyens-là. Oui, mais lorsqu'on regarde bon, que ce soit des cabinets attenants ou des représentants qui doivent considérer ces éléments-là avec peut-être pas ces ressources-là à leur disposition, il y a plusieurs firmes qui ont des spécialités, notamment dans le domaine de la finance, et qui sont habituées, par exemple, d'offrir des services à des banques qui vont avoir les réflexes. Je pense que c'est important de faire affaire avec des firmes qui ont les réflexes sur non seulement le volet informatique, optimisation, mais qui vont avoir le réflexe aussi sur qu'est-ce qui est absolument nécessaire et critique de protéger comme information et qu'est-ce qui existe aussi comme système pour venir assurer la plus grande protection. Quand on parle, par exemple, d'un relevé de compte, c'est sûr que c'est confidentiel. Quand on considère, par exemple, un numéro d'assurance sociale d'un client, ce type d'information-là devient excessivement, en fait, confidentiel aussi. Donc, il y a des firmes qui sont habituées de conseiller sur les différents systèmes, les arrangements possibles, quelle est l'exposition d'un système à des externes, par exemple, et comment on peut opérer de cette façon-là. C'est une bonne idée d'aller chercher des experts. Ceci dit, c'est jamais, en fait, c'est très, très infréquent de voir une seule personne qui est capable de répondre à toutes les questions. Il y a des enjeux juridiques aussi qui vont se poser là-dedans. Souvent, je pense qu'un des réflexes importants de voir, c'est quand on regarde un contrat puis on décide d'aller vers une technologie, c'est important de comprendre vraiment, de prendre le temps de lire la politique sur le privacy policy, la politique sur les renseignements personnels, la façon que c'est encadré pour ce fournisseur de service-là. C'est là-dedans qu'on va trouver la mécanique. Où est-ce que l'information elle est située? Quelles sont les obligations de cette firme-là en regard de cette information-là? Et souvent, c'est pas tant la technologie elle-même qui parle. C'est vraiment quels sont les engagements de la firme de technologie face à ses clients. Et c'est là qu'on trouve une marge d'information qui est très importante aussi, pour s'assurer qu'on fait rentrer en ligne de compte uniquement des systèmes avec lesquels on est confortable et des systèmes avec lesquels nos clients nous ont donné les consentements requis aussi. Ouais, et ça, c'est d'utiliser d'un point de vue marketing auprès de sa clientèle, de dire qu'on a mis en place différents outils pour protéger la confidentialité des données. Ça peut s'afficher par rapport à notre propre clientèle de façon à apporter une bonne crédibilité aussi, sans aucun doute. Oui, je pense que particulièrement ces années-ci, les gens sont très sensibles à leur empreinte. L'empreinte qu'on voit non seulement où sont situées mes données, mais là, on continue à évoluer dans ce sujet-là. On est en train
prendre un petit peu le pas d'une réglementation qui a été adoptée en Europe et de laquelle on est en train de s'inspirer particulièrement au Québec. Il y a un projet de loi qui a été déposé pour moderniser la législation actuelle au Québec, un projet de loi qui est tout récent, qui a été déposé au mois de juin et qui vise à moderniser la loi sur la protection des renseignements personnels québécoises, donc celle qui s'applique au secteur privé québécois et dans laquelle on vient ajouter des droits qu'on reconnaissait ailleurs, par exemple en Europe, et certains droits qu'on retrouvait dans la loi fédérale canadienne qu'on n'avait pas encore au Québec, notamment l'obligation de déclarer les bris, donc l'obligation de déclarer que ce soit au client et aussi au commissariat, c'est-à-dire au commissariat à l'accès à l'information au Québec, et aussi et je fais le lien avec la question sur l'empreinte en fait, des données, là. Et il y a aussi un droit qu'on va incorporer dans le droit québécois, qui est le droit du client de se faire oublier. Donc, le right to be forgotten, qu'on a entendu dans les dernières années en Europe, donc qui a été instauré. Le droit, d'après un certain temps, quand les données sont plus utiles, que ces données-là deviennent anonymisées et disparaissent à la demande du client. Donc, ça, c'est des éléments additionnels qui vont être incorporés. C'est un projet de loi actuellement, c'est pas une loi qui a été adoptée, mais c'est fort probablement des éléments additionnels avec lesquels on devra composer lorsqu'on a une entreprise privée qui collecte des données personnelles, des renseignements personnels sur des clients au Québec. Très bien. Non, mais la difficulté demeure toujours de la mise en place de toutes ces structures-là, parce que j'imagine que les gens vont dire, ben oui, il faut que je m'entoure avec quelqu'un d'autre, avec des frais supplémentaires, mais quelque part, on n'a pas le choix de passer par là. Et puis, on n'a pas le choix aussi de sécuriser les données de nos clients et puis de l'afficher auprès de notre clientèle. C'est ça qui va donner une crédibilité accrue entre un conseiller qui a mis ça en place et un conseiller qui ne l'a pas mis en place. Dans quelques années, il n'y aura pas le choix. Ça devra être mis en place. Et donc, plus tôt on va le faire, plus tôt on va rebondir au niveau d'une crédibilité, puis par rapport, et ça va se transiger par une augmentation des affaires sans aucun doute. Ben, je pense définitivement qu'il y a une crédibilité à aller chercher, il y a une confiance, surtout, je pense, à aller chercher avec le client lorsqu'il y a une transparence qui est établie sur les données, l'utilisation des données, la collecte, le traitement de ces données-là, l'endroit où ils sont situés. Je pense que cette transparence-là avec le client amène une crédibilité, amène du poids dans la relation d'affaires définitivement. Il y a aussi je pense que on n'a pas le choix de bouger vers l'avant à ce stade-ci, surtout en 2020, puis avec ces nouvelles réglementations-là. Et je pense que peut-être l'envers, la crédibilité, c'est aussi le risque réputationnel pour les firmes ou les représentants qui ne veulent pas adopter ça. Donc, c'est un couteau à deux tranchants. D'un côté, on gagne, je pense, en crédibilité et en confiance avec le client à mettre de l'avant des stratégies qui visent à respecter ça. Et de l'autre côté, si on ne le fait pas, ça peut faire courir un certain risque réputationnel également. Et c'est pour ça que la PSS aimerait doter les membres d'un modèle de protection contre la cybersécurité. Je pense qu'un travail de groupe, ça pourrait être notre choix pour aider les petites et moyennes représentants qui travaillent dans plusieurs domaines de notre industrie. Absolument. Oui. Tout comme éventuellement aussi de travailler sur un modèle de contrat de distribution que nos membres pourraient utiliser là, afin d'avoir un contrat de négocier de gré à gré avec leur firme de distribution. Puis, ça pourrait être le sujet d'une prochaine diffusion web, là, ainsi que peut-être aussi un contrat d'engagement qu'on peut avoir avec nos clients pour mieux définir là, la notion de conseil financier. Je pense que c'est des sujets qui pourraient être définitivement couverts éventuellement là, dans nos projets. Patrice, totalement. Je pense qu'on aurait intérêt à donner une solution de mise en place de toutes ces techniques-là, de ces processus-là, parce que définitivement, les gens qui nous écoutent peuvent être totalement démunis par rapport à la mise en place de cette nouvelle protection, qui est indispensable, évidemment. Oui, effectivement.
Il existe, peut-être en terminant, il existe des outils pour ceux qui s'interrogeraient et aimeraient avoir des documents de travail là, pour s'inspirer, pour faire cette revue-là. Il y a des guides qui ont été faits par différents régulateurs. Je pense entre autres à l'OCA-CVM, l'ACFM également, qui a fait un guide là-dessus. L'AMF qui a publié aussi l'AMF, de façon plus générale, l'AMF et les autres régulateurs là, sous le chapeau des ACVM qui ont publié dans les dernières années des avis également sur ces questions-là. Je pourrais les relayer, Flavio, peut-être, puis là, on pourra les rendre disponibles peut-être. Sur notre site web, oui. Ouais. Oui. Pour ceux qui veulent les consulter, il y a beaucoup d'éléments intéressants là-dedans, des bonnes pratiques à considérer pour réévaluer vos propres systèmes et des questions qui méritent d'être soulevées, qui sont expliquées par les régulateurs dans ces avis-là. Merveilleux. Excellent. Excellent. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter à ce sujet aujourd'hui? Flavio, avais-tu des commentaires à donner? Ou... Non, ben moi, je pense qu'on a fait le tour de notre question. On parle, enfin, on va certainement l'approfondir dans le futur avec plus de détails. Aujourd'hui, c'était seulement une introduction à ce sujet, mais c'est un sujet de l'heure et tous les professionnels devraient vraiment se pencher sur cette problématique de la cybersécurité. Là-dessus, on vous remercie tous de votre participation au panel. Mike Couture, merci beaucoup. Et puis, on invite nos auditeurs à partager ces capsules-là avec des collègues et aussi à partager avec nous vos suggestions ou des commentaires que vous pourriez avoir sur à notre adresse courriel info@apscf.ca. Juste avant de terminer, on a-tu des nouvelles au niveau des démarches qu'on a fait au niveau des FAR, des frais différés, Flavio? Est-ce qu'on a eu l'avancement? Ben, nous n'avons pas réellement de nouvelles. On a eu une réponse du président des ACVM, Maurice Zeg, et lui, il dit que les autorités ont déjà pris leur décision. En fait, les règlements ils ont été divulgués, ils sont sur le site de l'autorité des marchés financiers. C'est ce qui lui regarde, la décision est prise. Nous sommes en attente d'un volet politique pour voir si le ministre va aller de l'avant. Puis, on n'a pas de nouvelles à ce moment ici. Donc, on évaluera à ce moment-là les on va évaluer, oui. Suite au... OK, bon, parfait. Ben, merci à tous de votre participation. Puis, on vous souhaite une bonne semaine. Oui, pareillement. Merci. Au revoir, Philippe. Au revoir.